Le pire cauchemar de tout parent était sur le point de se réaliser dans la rue principale et poussiéreuse de Dry Creek, au Wyoming. Une mère allait perdre sa fille, non pas à cause de la mort ou de la maladie, mais à cause d'hommes qui ne voyaient en une enfant rien de plus que le paiement d'une dette. En cette année 1882, Saria Harwell serra sa fille de 8 ans contre elle, alors que 3 collecteurs de dettes les encerclaient. Son mari était décédé, laissant derrière lui des créances, et ces hommes voulaient l'enfant en garantie. Toute la ville observait depuis le seuil des portes, mais personne ne bougeait pour l'aider. Saria implora, supplia, mais les hommes ne lui offrirent que des sourires glacials. C'est alors qu'une silhouette gigantesque émergea de l'ombre. Jeremiah Cole portait les cicatrices de la guerre et n'avait pas prononcé un mot depuis 20 ans. On le connaissait comme l'homme silencieux de la montagne, un reclus vivant dans l'isolement. Mais en voyant ce qui arrivait à cette mère et à sa fille, quelque chose s'éveilla en lui. Il s'avança lentement vers les créanciers, son corps massif projetant une longue ombre sur la rue. Qu'est-ce qui pouvait bien pousser un homme brisé à tout risquer pour des étrangères qu'il n'avait jamais rencontrées? Mais avant de poursuivre, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. Pour Saria Harwell, la matinée avait commencé comme n'importe quelle autre, avec la cruelle certitude que ce jour pourrait être son dernier sur la terre, que son mari était mort en essayant de protéger. Debout près de la fenêtre fissurée de sa cabane d'une seule pièce, elle regardait le soleil peindre les montagnes du Wyoming, de teintes d'or et d'ambre, tandis que sa fille de 8 ans, Cathy, dormait paisiblement sur le lit de camp étroit qu'elle partageait. La simple alliance en or qui ornait le doigt de Saria depuis 10 ans était maintenant enveloppée dans un mouchoir sur la table en bois. C'était son dernier bien de valeur, mis en gage la veille pour acheter 3 jours de sursis supplémentaires aux créanciers. La carte topographique de Benjamin Harwell était toujours accrochée au seul mur intérieur de la cabane, ses bords jaunis et ses coins déchirés à force d'avoir été examinés. Pour Saria, les lignes et les annotations soignées ne signifiaient rien de plus que les limites de leur propriété de 160 acres. Mais Benjamin avait passé d'innombrables nuits à étudier ces documents, avec une intensité qui frisait l'obsession. Elle lui avait demandé un jour ce qui captait tant son attention, et il avait simplement souri en disant que cette terre avait plus de potentiel qu'il ne pouvait l'imaginer. Aujourd'hui, 18 mois après sa mort, dans ce que le médecin de la ville avait qualifié d'accident de cheval tragique, ces paroles énigmatiques résonnaient comme des murmures d'outre-tombe. La cabane elle-même racontait l'histoire de leur lutte dans chaque planche usée et chaque réparation. Benjamin l'avait construite de ses propres mains durant l'été 1868, lorsqu'ils avaient revendiqué ce coin reculé du territoire. Les murs portaient encore les marques de son travail minutieux. Chaque rondin s'emboîtait avec la précision d'un homme qui savait que l'hiver du Wyoming n'avait aucune pitié pour les constructions fragiles. Une cheminée en pierre dominait un mur, évacuant la fumée avec efficacité même dans les pires tempêtes. Des étagères tapissaient un autre mur, maintenant presque vide, à l'exception de quelques boîtes de haricots et d'un sac de farine, de quoi tenir peut-être une semaine de plus si Saria rationnait soigneusement. Katie s'agita sur le lit de camp, son petit visage paisible dans son sommeil, inconsciente de l'incertitude qui assombrissait ses journées. Elle avait les cheveux roux et le tempérament doux de son père, mais les yeux grisaciers de sa mère, qui semblait détenir une sagesse bien au-delà de son âge. L'enfant acceptait leur sort avec une grâce qui à la fois surprenait et brisait le cœur de Saria. Quand les autres enfants de la ville chuchotaient sur la pauvre veuve et sa fille, Katie se contentait de relever le menton et de déclarer que sa mère était la personne la plus forte de tout le territoire du Wyoming. À 8 kilomètres de là,
sur le sentier sinueux qui descendait de la montagne vers Dry Creek, une autre âme commençait son rituel quotidien de survie et de solitude. La cabane de Jeremiah Cole était perchée sur un affleurement rocheux, tel un nid d'aigle, dominant toute la vallée. Construite avec des troncs de pin massifs et calfeutrée avec l'argile de la montagne, la structure semblait avoir poussé à même le flanc de la montagne. À l'intérieur, l'espace était spartiate mais méticuleusement entretenu. Une seule pièce servait de lieu de vie, avec une cheminée en pierre, une table brute, une chaise et un lit étroit couvert de couvertures de laine et d'une peau d'ours qu'il avait chassée lors de son premier hiver dans les montagnes. La guerre était terminée depuis 17 ans, mais pour Jeremiah, les batailles se poursuivaient chaque matin lorsqu'il se réveillait dans un silence si complet qu'il semblait peser sur ses tympans comme de l'eau. La balle minier confédérée, logée près de ses cordes vocales depuis Gettysburg, était un souvenir que les chirurgiens de l'armée avaient jugé trop dangereux à retirer. Elle lui avait volé sa voix et, à bien des égards, son lien avec le monde des hommes. Il avait tenté de reprendre une vie civile après la guerre, mais les regards et les conversations gênées l'avaient poussé à un isolement toujours plus grand, jusqu'à ce qu'il s'abandonne finalement aux montagnes, qui n'exigeaient rien de lui, sinon sa survie. Sa routine quotidienne variait peu. Avant l'aube, il vérifiait les pièges qui lui fournissaient l'essentiel de sa viande, s'occupait de son petit potager et réparait ce que le temps de la veille avait endommagé. 2 fois par mois, il se rendait à Dry Creek pour des provisions, se déplaçant dans la ville comme un fantôme, communiquant par gestes ou par notes écrites lorsque c'était absolument nécessaire. Les habitants avaient depuis longtemps renoncé à lui parler, bien que les enfants le montrassent encore du doigt en chuchotant à propos du géant, à la terrible cicatrice qui vivait seule dans les montagnes. Le docteur Whitfield, qui tenait le magasin général et servait de médecin officieux à la ville, était l'une des rares personnes à montrer un peu de bienveillance envers Jeremiah. Le vieil homme avait été chirurgien de campagne pendant la guerre et reconnaissait le type de blessure que l'on subit en voyant trop de morts trop jeunes. Il ne pressait jamais Jeremiah de parler. Il se contentait d'un signe de tête lorsque l'homme de la montagne venait faire ses provisions et acceptait son paiement sans commentaire. À la banque territoriale qui dominait la rue principale de Dry Creek, le banquier Harrison Croft examinait le dossier Harwell avec la satisfaction d'un homme sur le point de conclure une transaction lucrative. Le bâtiment orné, avec ses briques importées et ses fenêtres en verre, contrastait vivement avec les structures rustiques qui constituaient l'essentiel de la ville, proclamant l'influence croissante du capital de l'Est dans les territoires de l'Ouest. Le bureau de Croft occupait tout le 2e étage, meublé d'un bureau en acajou et de fauteuils en cuir qui respiraient la richesse et le pouvoir. La dette des Harwell était passée du prêt initial de Benjamin de $800 à près de 3000, en raison des intérêts et des frais que Croft avait appliqués avec une créativité zélée. L'accord de garantie, signé en désespoir de cause pendant la maladie terminale de Benjamin, donnait à la banque le droit de réclamer tous les biens en cas de défaut de paiement, y compris la garde des enfants mineurs, jusqu'à ce que la dette puisse être remboursée par leur travail. De tels accords n'étaient pas rares dans les territoires, où la loi était souvent ce que les hommes les plus puissants décidaient qu'elle devait être. Le juge territorial, Harrison Blackstone, qui devait arriver la semaine suivante pour officialiser la procédure, n'avait jamais statué contre le consortium bancaire qui lui versait les plus généreuses contributions de campagne. Le système fonctionnait bien pour ceux qui avaient assez d'argent pour le faire fonctionner en leur faveur. Le shérif Morton Webb était assis au saloon, sirotant son 3e whisky de la matinée, méditant sur la tâche déplaisante qui l'attendait. C'était un homme corpulent, au ventre proéminent, qui portait l'insigne depuis 6 ans, sans jamais avoir eu à dégainer son arme avec colère. Son autorité découlait du soutien de la banque, et non d'un courage ou d'un sens de la justice particulier.
L'arrangement lui convenait parfaitement. Il maintenait l'ordre parmi les ivrognes et les vagabonds, laissant les affaires sérieuses à des hommes mieux éduqués et aux poches plus pleines. Le recouvrement de la dette Harwell serait sa tâche la plus désagréable à ce jour, mais Croft avait été clair. Sa coopération n'était pas optionnelle. Les propres dettes de jeu de Webb auprès de certains personnages peu recommandables à Cheyenne lui laissaient peu de marge pour les scrupules moraux. Il ferait ce qu'il avait à faire et essaierait de ne pas trop penser aux conséquences pour une femme et une enfant qui ne lui avaient jamais fait de mal. Alors que le soleil montait dans le ciel de Dry Creek, projetant des ombres nettes entre les bâtiments de la rue principale, les fils du destin commencèrent à s'entremêler. Saria prépara le petit déjeuner de Cathy avec leurs derniers œufs, s'efforçant de ne pas laisser l'inquiétude transparaître sur son visage. Katie bavardait sur les aventures qu'elle prévoyait pour la journée, ignorant que des hommes se rassemblaient déjà pour détruire son monde. Dans sa cabane de montagne, Jeremiah termina ses corvées matinales et se prépara pour son voyage bimensuel en ville. Il attacha son revolver Colt à sa ceinture, plus par habitude que par crainte d'ennui, et scella le robuste poney de montagne qui était son seul compagnon depuis 5 ans. L'animal, un petit cheval résistant nommé Scout, semblait sentir l'humeur de son maître et resta immobile pendant que Jeremiah attachait les sacoches et vérifiait la position de son fusil dans le fourreau. La ville de Dry Creek s'étendait de part et d'autre du ruisseau qui lui donnait son nom. Un assemblage de bâtiments à fausses façades et de cabanes rustiques abritant près de 300 âmes. La rue principale courait d'est en ouest, croisée par 2 rues transversales qui se transformaient en chemins de terre menant aux fermes éloignées. Côté nord se trouvaient la banque, le magasin général, le saloon et l'hôtel, le cœur commercial de la communauté. Le côté sud abritait le bureau du shérif, l'église, l'école et un ensemble de résidences allant de modestes cabanes à l'impressionnante demeure à 2 étages de Croft. La plupart des résidents étaient des gens honnêtes qui essayaient de construire quelque chose de durable sur une terre impitoyable. Des fermiers, des éleveurs, des commerçants et des artisans venus chercher l'opportunité à l'ouest et qui y avaient surtout trouvé un travail acharné et l'incertitude. Ils formaient une communauté soudée par les difficultés partagées et la dépendance mutuelle. Mais cette solidarité avait ses limites lorsque des intérêts puissants se manifestaient. Agnes Payne, la jeune institutrice arrivée de Boston l'automne précédent, représentait l'influence croissante de l'éducation de l'Est et des idées progressistes sur le territoire. C'était une femme de 26 ans, aux yeux bruns intelligents et aux cheveux prématurément grisonnants. Elle s'était rapidement imposée comme une voix de justice et de compassion dans les affaires de la communauté. Sa petite école servait également de lieu de rassemblement pour les citoyens plus démocrates, qui remettaient parfois en question l'influence grandissante de la banque sur la politique locale. Alors que la matinée avançait vers la confrontation fatidique qui allait tout changer, chaque personnage du drame agissait selon des schémas établis par des mois ou des années de routine. Personne ne pouvait prédire à quel point ces schémas seraient brisés par les choix faits dans les heures à venir, ou comment le silence d'un homme balafré se révélerait plus puissant que tous les mots réunis. La scène était prête pour une collision entre la justice et la cupidité, entre les forts et les vulnérables, entre un monde qui ne valorisait que le profit et ceux qui croyaient encore que certaines choses, la famille, l'honneur, la protection des innocents, étaient plus importantes que l'argent. Dans quelques heures, Saria Harwell affronterait le pire moment de sa vie, et l'homme qui n'avait pas parlé depuis 20 ans trouverait sa voix de la manière la plus inattendue. Les 3 hommes arrivèrent à la cabane de Saria à midi pile. Leurs bottes cirées et leurs costumes sur mesure annonçaient leur autorité avant même qu'ils n'aient prononcé un mot. Harrison Croft menait la délégation, sa montre à gousset en or brillant sous le soleil éclatant du Wyoming, alors qu'il la consultait avec une précision théâtrale.
Derrière lui se tenaient 2 hommes de main prêtés par le bureau du shérif territorial. Des hommes durs, au regard froid, qui gagnaient leur vie en recouvrant des dettes que d'autres jugeaient trop désagréables à poursuivre. « Madame Harwell », appela Croft, sa voix empreinte de la fausse courtoisie d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. « J'espère que vous avez bien reçu notre notification finale concernant les obligations de votre défunt mari envers la première banque territoriale. » Saria sortit de la cabane, Cathy à ses côtés, la petite main de l'enfant agrippant la jupe usée de sa mère. La vue de la délégation officielle lui glaça le sang, mais elle força sa voix à rester ferme. « Monsieur Croft, je vous ai dit à plusieurs reprises que j'avais besoin de plus de temps. La récolte. » « La récolte ?» Le rire de Croft était sans chaleur. « Ma chère dame, 3 acres de maïs en difficulté ne suffiront guère à satisfaire une dette de 3000 $, plus les intérêts et les frais accumulés. » Il sortit un portefeuille en cuir de sa veste et en retira plusieurs documents à l'aspect officiel. « Je crains que le temps des négociations soit révolu. » Le shérif Webb apparut au coin de la cabane, s'étant approché à pied, pendant que la délégation principale attirait l'attention. Sa présence anéantissait tout espoir de fuite, même si, après tout, où une femme et un enfant pouvaient-ils fuir dans cette vaste étendue sauvage? Il toucha le bord de son chapeau, dans un geste qui aurait pu être respectueux dans d'autres circonstances. « Shérif, » dit Saria, sentant un tremblement dans sa propre voix. « Il doit sûrement y avoir un recours légal. »« Madame, » l'interrompit Webb, avec un malaise évident dans la façon dont il évitait son regard. « La loi est parfaitement claire en matière de recouvrement de dettes. Monsieur Croft détient tous les documents nécessaires. » Katie se rapprocha de sa mère, sentant la tension sans en saisir pleinement les implications. À 8 ans, tout ce qu'elle savait, c'est que ces hommes effrayaient sa mère, et cela suffisait à allumer une flamme protectrice dans son jeune cœur. « Laissez ma mère tranquille », lança-t-elle avec toute l'autorité que sa petite voix pouvait rassembler. L'un des collecteurs, un homme décharné au visage grêlé par la petite vérole et aux dents jaunâtres, se moqua de la hardiesse de l'enfant. « Celle-là, elle a du caractère. Elle devrait rapporter une belle somme dans les usines textiles de l'Est. Bien des familles ont besoin d'une aide domestique qu'elles peuvent former à leur guise. » Et la cruauté désinvolte de ces paroles frappa Saria comme un coup physique. La réalité des intentions de ces hommes la percuta avec une clarté dévastatrice. Ils n'étaient pas seulement là pour prendre ses terres. Ils comptaient emmener Katie, la vendre pour ce qui s'apparentait à un esclavage légal dans une lointaine usine ou une maison où Saria ne la reverrait jamais. « Non », murmura-t-elle. Puis plus fort, alors que le désespoir lui donnait de la force. « Non, vous ne pouvez pas prendre ma fille. Je signerai tous les papiers que vous voudrez. Je céderai la terre. Je donnerai tout. Mais vous ne pouvez pas prendre ma fille. » Mais l'expression de Croft resta impassible, comme s'il discutait de la météo plutôt que de la destruction d'une famille. « Je crains que ce ne soit pas ainsi que les contrats fonctionnent, Madame Harwell. L'accord de garantie que votre mari a signé inclut spécifiquement tous les membres de la famille comme actifs potentiels. Étant donné l'ampleur de la dette, il nous faudra à la fois la terre et le contrat de travail de l'enfant pour approcher quelque chose qui ressemble à une juste compensation. » Les habitants de la ville commençaient à se rassembler, attirés par l'agitation et la vue des véhicules officiels devant la cabane des Harwell. Ils se massaient à une distance respectueuse, assez près pour voir, mais assez loin pour éviter d'être impliqués. Saria reconnut des visages dans la foule. Des voisins qui avaient partagé des repas avec sa famille. Des membres de l'église qui avaient offert leurs condoléances aux funérailles de Benjamin. Des commerçants
qui lui avaient accordé du crédit quand les temps étaient durs. Pourtant, aucun d'entre eux ne s'avança pour contester ce qui se passait. Le docteur Whitfield se tenait sur le porche de sa boutique, le visage buriné par le temps, empreint d'inquiétude et de honte. Ignis Pine sortit de l'école, les poings serrés, observant la scène avec une angoisse évidente. Même le vieux Cyrus Beck, dont la ferme jouxtait la propriété des Harwell, était venu assister au spectacle. Mais assister était tout ce qu'ils osaient faire. « S'il vous plaît. »« Asekida pamade. » La voix de Saria se brisa alors qu'elle tombait à genoux sur la terre battue, tenant toujours la main de Katie. « Je vous en supplie, prenez tout le reste, mais ne prenez pas ma fille. Elle est tout ce qui me reste en ce monde. » Et si... Le sbire au visage grêlé saisit l'autre bras de Katie. « Viens, petite. Te débattre ne facilitera pas les choses. » C'est alors que Katie hurla, un son aigu et perçant de pure terreur qui résonna à travers les montagnes et sembla flotter dans l'air immobile, comme une accusation contre tous les adultes qui restaient là, sans rien faire. Le son trancha les conversations murmurées de la foule et le bruit gêné des pieds qui traînaient. Il exigeait la reconnaissance de la cruauté qui se perpétrait en plein jour. Jeremiah Cole entendit ce cri à 3 pâtés de maison de là, alors qu'il menait Scout sur Main Street en direction du magasin général. 20 années de solitude dans les montagnes avaient aiguisé son ouïe à un niveau presque surnaturel, et quelque chose dans le cri de cet enfant toucha les profondeurs de son âme, qu'il croyait gelée à jamais. Il porta inconsciemment la main à son cou, ses doigts traçant la cicatrice là où la balle confédérée lui avait volé sa voix. Et avec elle, croyait-il, sa capacité à se soucier du sort de quiconque, hormis lui-même. La balle minier confédérée avait fait plus qu'endommager ses cordes vocales. Elle s'était logée près de vaisseaux sanguins majeurs, et les chirurgiens militaires avaient déclaré qu'il était trop dangereux de la retirer. Un rappel permanent de cet instant à Gettysburg, où son monde avait explosé dans un fracas de fumée, de cris et de sang. Pendant des mois après, il avait porté le poids de cette balle comme une pierre dans sa gorge, incapable de parler plus fort qu'un murmure, incapable de supporter le son de sa propre voix abîmée, tentant de former des mots. Mais le cri de Katie perça 2 décennies d'isolement volontaire, comme un clairon sonnant la charge. Les mains de Jeremiah se resserrèrent sur les rênes de Scout, tandis que la mémoire musculaire de ses jours, en tant que capitaine Cole, de la 5e infanterie de Pennsylvanie, le submergeait. Il était un homme différent à l'époque, un meneur d'hommes, un stratège dont l'unité n'avait jamais perdu une bataille, un soldat qui avait gagné ses galons au mérite, et non par politique ou relation familiale. Scout sentit la tension soudaine de son maître et fit un écart, les oreilles dressées, en alerte. Jeremiah guida le cheval à travers la foule d'une légère pression des genoux. Ses yeux bleu clair balayaient la scène avec l'évaluation rapide qu'il avait maintenue en vie pendant 4 ans de guerre. 3 hommes armés, une femme, un enfant. Un rapport de force inégal. Mais il avait affronté pire. En s'approchant, il put voir les traces de larmes sur les joues sales de Saria, la façon dont Katie tremblait tout en essayant d'être courageuse pour sa mère. Cette vision réveilla des souvenirs qu'il avait passé 20 ans à essayer d'enterrer. D'autres femmes, d'autres enfants pris dans l'engrenage des ambitions des hommes puissants. La guerre avait été remplie de scènes comme celle-ci, et son incapacité à tous les sauver avait été l'une des raisons qui l'avaient poussé vers les montagnes. Quand la paix était enfin arrivée, la foule s'écarta à l'approche de Scout, reconnaissant la silhouette imposante de Jeremiah, même s'il ne l'avait jamais entendu parler. Mesurant 1,93 m de muscles et d'os tannés, vêtu de peau de daim et de tissu filet maison, il ressemblait à une force élémentaire,
issu des montagnes elles-mêmes. La cicatrice, qui courait de sa tempe gauche à sa mâchoire, captait la lumière du soleil, une ligne pâle qui parlait de violence survécue et de douleur endurée. Croft leva les yeux de ses papiers, une pointe d'agacement dans le regard. « Monsieur Cole, n'est-ce pas? Je ne crois pas que cette affaire vous concerne. » Jeremiah descendit de cheval lentement, ses mouvements délibérés et maîtrisés. Il avait appris depuis longtemps que le silence pouvait être plus intimidant que les cris, et sa seule présence physique avait mis fin à plus d'une confrontation potentielle lors de ses rares venues en ville. Il s'avança jusqu'à l'endroit où Saria était agenouillée et lui tendit la main pour l'aider à se relever. Elle le regarda avec un mélange d'espoir et de confusion. Cet étrange homme des montagnes, qui ne lui avait jamais adressé la parole, offrait maintenant son aide, alors que ses propres voisins restaient dans un silence lâche. Ses yeux pâles avaient une douceur qui semblait détonner avec son apparence intimidante, et elle accepta son aide pour se remettre sur pied, tandis que Cathy se serrait contre elle. Le sbire, au visage grêlé, lâcha le bras de Cathy et recula d'un pas, sa main se dirigeant instinctivement vers l'arme à sa hanche. « Monsieur, vous feriez mieux de passer votre chemin. C'est une affaire officielle. » Jeremiah se plaça entre les hommes, la femme et l'enfant, sans un mot, mais rendant ses intentions claires par sa posture et sa proximité. Son propre colt restait dans son étui, mais sa prestance suggérait une familiarité avec la violence et une promptitude à l'employer si nécessaire. Pendant un long moment, le tableau resta figé, prédateur et protecteur, se jaugeant mutuellement tandis que la foule retenait collectivement son souffle. Puis, Croft s'éclaircit la gorge et tenta de reprendre le contrôle. « Monsieur Cole, j'apprécie votre sollicitude pour la situation de Madame Harwell, mais la loi est très claire en matière de recouvrement de dettes. Peut-être voudrez-vous consulter les statuts pertinents avant de vous mêler d'affaires qui dépassent votre entendement. » La réponse de Jeremiah fut de faire un pas de plus en avant, réduisant la distance entre lui et le banquier. Bien qu'il n'eût aucun geste menaçant, quelque chose dans sa posture suggérait que les paroles de Croft avaient moins de poids que le banquier ne pouvait l'espérer. L'impasse devint aussi tendue qu'une corde d'arc, jusqu'à ce que Webb, le shérif, prenne enfin la parole, la voix trahissant sa nervosité. « Peut-être devrions-nous revenir plus tard, Monsieur Croft, donner aux gens le temps de réfléchir. » Une excellente suggestion, shérif, convint Croft, bien que son ton suggérât que le report était tactique plutôt que miséricordieux. Madame Harwell a jusqu'à demain matin pour organiser un transfert ordonné des actifs. J'ai confiance que vous utiliserez ce temps à bon escient. Tandis que les trois hommes se retiraient, Jeremiah resta immobile jusqu'à ce que leur carriole ait disparu au détour du chemin menant à la ville. Alors seulement, il se tourna vers Saria, qui le fixait avec une gratitude et une perplexité égales. « Merci, » murmura-t-elle, la voix rauque d'avoir pleuré. « Je ne sais pas pourquoi vous nous avez aidés, mais merci. » Jeremiah hocha la tête une fois et toucha le bord de son chapeau avant de retourner vers Scout. En s'éloignant à cheval, il sentit le poids des regards de la foule et entendit le bourdonnement des conversations que son intervention avait provoquées. Mais pour la première fois en 20 ans, il sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine qui pouvait être de l'espoir, ou peut-être juste l'écho de l'homme qu'il était avant que la guerre n'emporte tout. Les ombres du soir s'étiraient sur la vallée, lorsque Saria trouva enfin le courage de grimper le sentier de montagne jusqu'à la cabane de Jeremiah. Katie marchait à ses côtés, serrant la poupée en feuilles de maïs que son père lui avait fabriquée durant son dernier hiver. Un jouet simple, fait de paille séchée et de chutes de tissu, mais inestimable, l'un des rares liens tangibles
avec le souvenir de Benjamin. L'enfant avait insisté pour venir, déclarant qu'elle voulait remercier l'homme qui les avait sauvés. Saria soupçonnait que l'audace de sa fille réussirait là où sa propre nervosité échouerait. La cabane apparut soudainement au détour du sentier. Sa construction robuste et son entretien impeccable témoignaient du caractère de son habitant. De la fumée s'élevait de la cheminée en pierre, et la lumière d'une lampe brillait chaleureusement à travers l'unique fenêtre. Saria hésita au bord de la clairière, soudain peu sûre de déranger un homme qui, de toute évidence, chérissait sa solitude. Cathy n'avait pas de telle réserve. Elle marcha jusqu'à la lourde porte en bois et frappa avec l'assurance d'une enfant qui n'a jamais appris à craindre le rejet. « Monsieur Cole, c'est Katie Harwell. Maman et moi sommes venus vous remercier. » Et si dopas failliez. La porte s'ouvrit, révélant l'imposante silhouette de Jeremiah, bien que son expression s'adoucit, en voyant la petite fille le regarder sans la moindre trace de la peur que la plupart des gens manifestaient. Il hocha solennellement la tête et s'écarta, leur faisant signe d'entrer avec la même courtoisie formelle qu'il aurait montrée à des généraux en visite du temps de l'armée. L'intérieur de la cabane surprit Saria par son organisation et son confort simple. Tout était à sa place. Les ustensiles de cuisine étaient soigneusement suspendus à des crochets en bois. Des livres s'alignaient sur une étagère près du foyer, et une précision militaire était évidente dans la disposition des meubles et des provisions. Un petit bureau se tenait sous la fenêtre, équipé de papier, d'encre et de plumes, qui suggérait un usage régulier, malgré son incapacité à parler. Jeremiah désigna les 2 chaises près du feu et s'affaira à préparer du café avec une efficacité experte. Katie s'installa sur la plus grande chaise avec une aisance naturelle, balançant ses jambes et examinant les lieux avec une vive curiosité. « C'est une jolie maison, » annonça-t-elle. « Vous l'avez construite tout seul ?» Il hocha la tête, puis se dirigea vers son bureau et revint avec un morceau de papier sur lequel il avait écrit « 5 étés pour la finir. J'ai commencé avec les fondations. »« C'est long, » observa Cathy sérieusement. « Mais elle est très solide. Maman dit que les choses solides durent plus longtemps. » Elle brandit sa poupée en feuilles de maïs. « Papa me l'a faite avant de monter au ciel. Maman dit que je dois bien m'en occuper, parce que c'est tout ce qui me reste de lui. » Quelque chose traversa le visage balafré de Jeremiah à la mention de la perte et du souvenir. Il s'agenouilla à côté de la chaise de Katie, son grand corps parvenant à ne pas paraître menaçant, tandis qu'il examinait la poupée avec une douce attention. L'acceptation facile de l'enfant de son apparence marquée et de sa communication silencieuse semblait déverrouiller en lui quelque chose qui était fermé depuis des décennies. Saria observait cette interaction avec un étonnement croissant. Cathy avait toujours été amicale avec les adultes, mais il y avait quelque chose de spécial dans la façon dont elle répondait à Jeremiah, comme si elle reconnaissait une âme sœur malgré les différences évidentes de leur situation. D'habitude, elle ne s'attache pas si vite aux étrangers, dit Saria à voix basse. Jeremiah retourna à son bureau et écrivit « Les enfants voient plus clairement que les adultes, sans faux semblant. » La sagesse simple de son observation frappa Saria avec une force inattendue, dans son monde de préoccupations constantes pour les apparences, les dettes et le statut social. Elle avait presque oublié ce que c'était que de rencontrer une simplicité authentique. « Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait aujourd'hui, » lui dit-elle. « Je ne sais pas pourquoi vous nous avez aidés. » Mais il écrivait déjà à nouveau, sa plume se déplaçant avec une vitesse surprenante sur le papier. « Ce qui est mal est mal. Certaines choses n'ont pas besoin d'explication. » Katie gloussa en le regardant écrire. « Pourquoi ne parlez-vous pas avec votre bouche au lieu de tout écrire ?»
Saria sentit ses joues s'empourprer de honte. Katie, ce n'est pas poli de demander ça. Mais Jeremiah saisissait déjà sa plume, apparemment nullement dérangé par la franchise de l'enfant. Je me suis blessé à la gorge pendant la guerre. Écrire, ça marche bien. Ça te fait mal maintenant? Demanda Kate, avec cette préoccupation naturelle que les enfants portent aux maux physiques. Il toucha brièvement sa gorge, puis secoua la tête. Kate accepta cette explication avec la facilité d'adaptation de la jeunesse et se tourna pour examiner les livres sur son étagère. « Tu peux lire tout ça ?» Nouveau hochement de tête, suivi d'une note écrite. Les livres sont de bonne compagnie. Ils ne se disputent jamais, ni ne demandent rien. Le café était prêt. Jeremiah le servit dans des tasses en fer blanc, assorties à tout le reste de la cabane, fonctionnelles, bien entretenues et totalement sans prétention. Saria se sentit se détendre. Malgré l'étrangeté de la situation, il y avait quelque chose de profondément paisible en ce lieu, quelque chose qui apaisait une partie d'elle-même, tendue depuis des mois. « Monsieur Cole, » commença-t-elle avec précaution. « Les hommes qui sont venus aujourd'hui reviendront demain avec d'autres documents légaux, et probablement plus d'hommes pour les faire appliquer. J'apprécie ce que vous avez fait, mais je ne veux pas que vous ayez des ennuis à cause de nous. » L'expression de Jeremiah devint sérieuse tandis qu'il écrivait. Croft achète des terres dans tout le territoire. Il utilise des astuces légales pour voler des familles qui ne peuvent pas se défendre. Cette révélation fit frissonner Saria. Elle pensait que leur situation était unique, une conséquence du mauvais jugement de Benjamin qui avait emprunté de l'argent que la ferme ne pouvait rembourser. Oh, vous voulez dire que nous ne sommes pas les premiers? C'est la 3e famille cette année. Les autres n'avaient personne pour les aider. Les implications de cette information s'abattirent sur Saria comme un poids. Si leur situation faisait partie d'un plan plus vaste, alors faire appel à la bonne nature de Croft était inutile. Il n'y avait aucune bonne nature à laquelle faire appel. Qu'est-il arrivé aux autres familles? La famille Johnson est retournée dans l'Est. Elle a tout perdu. La veuve Carmichael travaille maintenant chez Croft. Sa fille a été envoyée travailler à Denver. Kate leva les yeux du livre qu'elle examinait. « Qu'est-ce que ça veut dire, maman ?» Saria peina à trouver des mots pour expliquer la cruauté des adultes, en des termes qu'une enfant pourrait comprendre sans être effrayée. Ça veut dire que certaines personnes prennent des choses qui ne leur appartiennent pas, ma chérie. Et c'est du vol, dit Kate fermement. Papa a toujours dit que voler, c'est mal. Jeremiah hocha la tête en signe d'approbation et écrivit. Ton papa avait raison. Mais parfois, les voleurs portent des vêtements élégants et utilisent des mots compliqués pour que le vol paraisse légal. Ici, à moi. La conversation fut interrompue par un bruit de chevaux approchant de la cabane. Jeremiah éteignit aussitôt la lampe et se dirigea vers la fenêtre, toute sa posture se transformant en un état d'alerte lasse. À travers le crépuscule grandissant, ils purent voir 3 cavaliers qui s'approchaient, le shérif Webb et les 2 mêmes adjoints que cet après-midi. « Madame Harwell !» cria Webb. « Nous savons que vous êtes là. Sortez, et nous pourrons en discuter comme des gens civilisés. » Jeremiah était déjà en mouvement, rassemblant des objets de divers coins de la cabane avec une efficacité militaire. Il tendit à Saria un morceau de papier qui disait « La porte de derrière mène à la cave. Attendez-la jusqu'à ce qu'il parte. » « Je ne vais pas me cacher pendant que vous les affrontez seuls, » chuchota Saria.
Il écrivait maintenant plus vite. « Je ne les affronte pas, je les éloigne. Prenez Kate et cachez-vous. » Avant qu'elle ne puisse protester davantage, il se dirigea vers l'arrière de la cabane et ouvrit une porte dérobée qu'elle n'avait pas remarquée. L'espace au-delà était clairement conçu comme une cachette, remplie de provisions et équipée de couvertures et d'eau. Kate sembla sentir la gravité de la situation et suivit sa mère sans se plaindre dans la cachette. Elles entendirent la voix de Webb devenir plus insistante, puis le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Les bottes de Jeremiah traversèrent le plancher au-dessus d'elle, puis sortirent. Des voix d'hommes échangèrent en des mots qu'elles ne purent comprendre, suivis par le bruit des chevaux s'éloignant de la cabane. Elles attendirent dans l'obscurité ce qui leur parut des heures avant que la porte de la cave ne s'ouvre et que la silhouette familière de Jeremiah n'apparaisse. Son message écrit était bref. « Partis pour l'instant, mais ils reviendront. Nous devons faire des plans. » On va... Quand elles retournèrent dans la chaleur de la pièce principale, Saria réalisa qu'accepter l'aide de Jeremiah signifiait entrer dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Un monde où les bonnes personnes devaient se cacher de ceux qui prétendaient représenter la loi et l'ordre. Mais, en regardant le visage confiant de Kate à la lueur de la lampe, elle sut qu'elle n'avait d'autre choix que de faire confiance à ce gardien silencieux, qui avait déjà risqué pour elle plus que quiconque n'avait osé le faire. La décision de faire emménager Saria et Kate dans la cabane de la montagne fut prise à l'aube, lorsque la fumée s'élevant de leur propriété révéla ce que les hommes de Webb espéraient cacher. Jeremiah était parti avant le jour pour évaluer la situation et était revenu avec de sombres nouvelles écrites sur le papier. Cabane brûlée. Ils diront que vous vous êtes enfui pendant la nuit, abandonnant la propriété. Et Saria regarda la fumée lointaine avec une incrédulité engourdie. La petite cabane où elle avait passé 4 ans à construire une vie avec Benjamin, où Kate avait fait ses premiers pas et dit ses premiers mots, avait disparu. Avec elle, s'était envolée la dernière connexion tangible avec les rêves qu'ils partageaient, quand le territoire semblait encore plein de promesses plutôt que de menaces. « Pourquoi l'aurait-il brûlé ?» demanda-t-elle, bien qu'une partie d'elle connaisse déjà la réponse. La réponse écrite de Jeremiah confirma ses craintes. Il est plus facile de prétexter l'abandon s'il n'y a rien à abandonner. Ça envoie aussi un message à quiconque songerait à se défendre. Kate accueillit la nouvelle avec la résilience dont les enfants font preuve face aux catastrophes qu'ils ne peuvent contrôler. « On va vivre dans les montagnes maintenant ?» demanda-t-elle, comme si déménager dans une cabane isolée était une aventure plutôt qu'un exil. « Pour un temps, ma chérie, » dit Saria, essayant de dissimuler le désespoir dans sa voix. « Jusqu'à ce qu'on trouve quoi faire. » Elle a été en mode non. La cabane de la montagne semblait différente, en tant que refuge permanent, plutôt que comme un bref abri. Jeremiah fit de la place dans sa chambre unique pour les quelques affaires qu'elles avaient pu sauver, déplaçant ses propres effets avec la même précision méthodique qu'il appliquait à tout le reste. L'organisation des couchages nécessita une négociation délicate. Kate partagerait le lit avec sa mère, tandis que Jeremiah insistait sur le fait qu'il préférait dormir près de la cheminée, enroulé dans ses couvertures militaires. Alors qu'elle s'adaptait à cette nouvelle réalité, Saria se surprit à observer son hôte silencieux avec une curiosité grandissante. L'organisation de la cabane révélait un entraînement militaire, mais des touches personnelles laissaient entrevoir des profondeurs inattendues. Une étagère de livres contenait de la poésie en plus d'histoires militaires et de manuels pratiques. Des croquis glissés entre les pages montraient des paysages et des animaux sauvages, dessinés avec une habileté surprenante. Le plus intrigant était une boîte en bois sous son bureau,
qui semblait contenir des lettres. Mais de qui et sur quoi? Cela restait un mystère. Kate, elle, n'avait pas de telle réserve à explorer le monde privé de leur hôte. Elle découvrit les croquis en quelques heures et déclara qu'ils étaient plus jolis que les images des livres. Quand Jeremiah la trouva en train d'examiner ses œuvres, au lieu de s'irriter de cette intrusion, il parut satisfait de son appréciation. « C'est toi qui as dessiné cette montagne ?» demanda-t-elle, tenant une représentation détaillée du pic visible depuis la fenêtre de la cabane. Il hocha la tête et écrivit « Je l'ai dessiné l'hiver dernier. La neige rend tout différent. Peux-tu m'apprendre à dessiner ?» La demande parut le surprendre, mais après un moment de réflexion, il acquiesça de nouveau. En quelques minutes, il avait sorti du papier et des crayons, s'asseyant à côté de Kate à la table, avec la patience d'un homme qui n'avait nulle part où aller et rien de plus important à faire. En les observant ensemble, Saria ressentit un mélange complexe d'émotions. La gratitude pour la gentillesse de Jeremiah luttait avec la culpabilité d'envahir sa solitude et l'incertitude quant à ce que cet arrangement étrange pourrait signifier pour l'avenir de Kate. Sa fille méritait la stabilité, une éducation et la compagnie d'autres enfants, ce que la cabane de montagne ne pourrait offrir indéfiniment. « Elle a besoin d'aller à l'école, » dit Saria lors d'un moment de silence, pendant que Kate dormait, et d'être avec d'autres personnes de son âge. Jeremiah y réfléchit, puis écrivit « Agnes Pine vient ici parfois. Elle apporte des livres et apprend à lire à ceux qui le veulent. Elle donnera des leçons. » Cette révélation surprit Saria. Elle avait vu l'institutrice en ville, mais ne se doutait pas qu'Agnès faisait des voyages réguliers dans les montagnes. Pourquoi vient-elle jusqu'ici? Elle a grandi à la frontière. Elle comprend que l'apprentissage ne se fait pas que dans les écoles. L'explication semblait juste. Agnes Pine avait frappé Saria comme une personne aux convictions fermes sur l'éducation et la justice. L'idée qu'elle parcourt régulièrement des sentiers de montagne dangereux pour enseigner à des familles isolées témoignait d'un dévouement qui inspirait le respect. Leur conversation fut interrompue par la voix excitée de Kate de l'autre côté de la pièce. « Maman, regarde, il y a un tiroir secret. » Elle avait exploré le bureau pendant qu'il parlait et avait apparemment découvert un compartiment caché. Avant que l'un des adultes ne puisse l'arrêter, elle en sortit une liasse de papiers d'aspect officiel, attachés par un ruban militaire. Jeremiah se déplaça plus vite que Saria n'avait jamais vu personne bouger, traversant la pièce en 3 enjambées et retirant doucement mais fermement les papiers des mains de Kate. Son visage blêmit, et quelque chose dans son expression suggéra que l'enfant avait découvert des secrets qu'il n'avait jamais eu l'intention de partager. « Pardon, » dit Kate, reconnaissant immédiatement qu'elle avait fait quelque chose de mal. « Je ne voulais pas être curieuse. » Mais Jeremiah était déjà à genoux à côté d'elle, son expression s'adoucissant tandis qu'il écrivait une note rapide. « Ce n'est pas ta faute. Certains papiers sont privés, c'est tout. » Saria était extrêmement curieuse de savoir ce que ces documents pouvaient contenir, mais elle respecta son désir évident d'intimité. « Kate, tu te souviens de ce qu'on a dit sur le fait de toucher aux affaires des autres? Que ce n'est pas poli, sauf s'ils disent que c'est d'accord, » récita docilement Kate. Jeremiah parut lutter avec lui-même un instant. Puis, il prit une décision qui lui coûta visiblement. Il défit le ruban et sortit un unique document du paquet, ses papiers de démobilisation militaire. Le sceau officiel et le langage formel l'identifiaient comme le capitaine Jeremiah Cole du 5e d'infanterie de Pennsylvanie, avec des citations pour services rendus à Antietam, Fredericksburg et Gettysburg. Saria lut le document avec un étonnement croissant. L'homme qui vivait en ermite silencieux était un héros de guerre décoré,
un officier qui avait mené des hommes dans certaines des batailles les plus sanglantes du conflit. Les papiers de démobilisation racontaient une histoire de courage et de commandement qui semblait en totale contradiction avec son isolement actuel. « Vous étiez capitaine, dit-elle doucement. Il hocha la tête et écrivit. Une autre vie, un autre homme. Le même homme, corrigea-t-elle gentiment, juste quelqu'un qui a porté un fardeau très lourd, tout seul. Kate étudia les documents officiels avec l'attention sérieuse qu'elle accordait à tout ce qui touchait au mystère des adultes. « Tu as été très courageux à la guerre ?» La réponse de Jeremiah mit plus de temps que d'habitude à être écrite. « J'ai essayé de garder mes hommes en vie. Parfois j'y arrivais, parfois non. Ceux qui ne sont pas rentrés chez eux étaient plus courageux que moi. » La simple honnêteté de sa réponse en disait plus sur son caractère que n'importe quelle citation officielle ne pourrait le faire. Saria commençait à comprendre que son isolement n'était pas seulement dû à des blessures physiques. Il s'agissait du poids de la responsabilité et de la perte que certains hommes portaient longtemps après que les tirs aient cessé. Alors que la nuit tombait, ils s'installèrent dans des routines domestiques qui semblaient étonnamment naturelles. Kate aida à préparer le dîner avec l'enthousiasme qu'elle mettait en toute chose. Saria, quant à elle, se surprit à apprécier le simple plaisir de cuisiner pour des gens reconnaissants de tout ce qu'elle offrait. Jeremiah contribua à la préparation du repas avec le même soin méthodique qu'il appliquait à tout le reste, ses mouvements dans le petit espace évitant toute collision malgré sa taille. Après le dîner, Kate persuada Jeremiah de continuer sa leçon de dessin à la lueur de la lampe. Elle se révéla être une élève douée, ses petits doigts parvenant à capturer les formes et les proportions de base sous sa direction patiente. En les regardant travailler ensemble, Saria ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis la mort de Benjamin. Une sensation de chaleur familiale qui n'avait rien à voir avec les liens du sang et tout à voir avec l'attention et le respect mutuel. « Je ne peux pas rester ici pour toujours, » dit-elle doucement, une fois Kate endormie. Jeremiah hocha la tête et écrivit. « Mais nous pouvons rester assez longtemps pour établir un plan. Croft n'abandonnera pas facilement, mais il n'est pas le seul à avoir des ressources. » La promesse implicite dans ces mots donna à Saria le premier véritable espoir qu'elle avait ressenti depuis des mois. Peut-être qu'après tout, ils n'étaient pas vraiment seuls dans ce combat. 3 jours après le début de leur exil dans les montagnes, Jeremiah prit une décision qui le surprit lui-même. Il sella scout avant l'aube et parcourut les sentiers dangereux en direction d'une colonie située à une vingtaine de miles au nord-est de Dry Creek, où un certain Murphy O'Brien gérait un petit ranch avec sa femme et ses fils adultes. Les 2 hommes ne s'étaient pas parlé depuis la fin de la guerre, mais certains liens forgés au combat ne se brisent jamais vraiment, même après des décennies de silence. Le ranch des O'Brien se trouvait dans une vallée abritée, entourée de bons pâturages et de cette sorte de prospérité qui vient du travail honnête et d'une gestion prudente. Jeremiah s'approcha à découvert, sachant que son ancien sergent l'aurait repéré bien avant qu'il n'atteigne la barrière d'entrée. Fidèle à lui-même, Murphy sortit de la grange avant même que Jeremiah ait complètement mis pied à terre. Son visage buriné s'ouvrit sur le premier sourire sincère que l'homme des montagnes avait vu depuis des années. « Eh bien, que le diable m'emporte », lâcha Murphy, son accent irlandais encore tenace après 30 ans passés aux États-Unis. « Capitaine Jeremiah Cole, j'ai pourtant cru comprendre que vous aviez fait vœu de silence, tel un moine des temps modernes. » Jeremiah hocha la tête, sortit de sa sacoche un carnet et un crayon, et griffonna rapidement. « J'ai besoin de ton aide, Murphy. La situation à Dry Creek implique de la corruption et un enfant en danger. » Le grand Irlandais lut la note, son expression joviale s'effaçant à mesure qu'il prenait la mesure de la situation.
Entrez, capitaine. Il semble que nous ayons besoin d'une véritable discussion. À l'intérieur de la confortable maison du ranch, Hélène, l'épouse de Murphy, s'occupait de l'invité inattendu, tandis que son mari sortait une bouteille de whisky irlandais qui vieillissait depuis avant la guerre. Ce rituel familier, celui de militaires se réunissant pour discuter de sujets graves, paraissait à la fois étrange et naturel à Jeremiah après tant d'années d'isolement. Alors, dit Murphy en s'installant dans son fauteuil, la bouteille posée entre eux, raconte-moi tout sur cette corruption et n'oublie aucun détail. Le récit écrit de Jeremiah prit près d'une heure, couvrant tout, de la mort suspecte de Benjamin Harwell à l'appropriation systématique des terres par le consortium bancaire. Murphy lisait chaque page avec une attention soutenue, posant parfois des questions qui trahissaient son intelligence acérée malgré sa retraite à la campagne. Harrison Croft, dit Murphy une fois le récit terminé. J'ai déjà entendu ce nom. On dit qu'il a le soutien d'investisseurs de l'Est qui veulent les droits miniers sur tout le territoire, et ils ne sont pas très regardants sur la manière de les acquérir. Cette confirmation des soupçons de Jeremiah lui apporta un mélange de soulagement et d'inquiétude. Avoir la certitude de ses craintes signifiait qu'ils affrontaient bien plus qu'une corruption locale, mais suggérait aussi que la portée de leurs adversaires dépassait de loin celle d'un simple banquier de petite ville. La question est, poursuivit Murphy, qu'est-ce que tu comptes faire? Car si tu envisages de t'attaquer à une conspiration territoriale, il te faudra plus qu'une juste colère et des talents de survie en montagne. Jeremiah écrivit. Je dois rassembler des preuves, découvrir qui d'autre est impliqué, protéger Sarah et Katie, et monter un dossier pour les autorités fédérales. Murphy hocha la tête en signe d'approbation. C'est une bonne stratégie, capitaine, mais tu auras besoin d'alliés qui comprennent comment fonctionnent ces jeux de pouvoir, et tu devras accepter que certaines batailles ne se gagnent pas dans le silence et l'isolement. Cet après-midi-là, Jeremiah retourna à sa cabane dans la montagne avec un nouvel objectif et des nouvelles accablantes. Pendant qu'il parlait à Murphy, Sarah avait fait une découverte qui changeait tout ce qu'il croyait savoir sur la mort de son mari. Elle l'attendait dans la pièce principale, le vieux journal en cuir de Benjamin ouvert sur la table devant elle. Katie était assise à côté, absorbée par un dessin qui montrait des progrès remarquables sous l'instruction patiente de Jeremiah. Le contraste entre la concentration innocente de l'enfant et l'expression de révélation choquée de sa mère le frappa immédiatement. « J'ai trouvé ça, caché derrière une planche descellée près de la cheminée, » dit Sarah sans préambule. Benjamin était au courant des gisements d'argent sur notre terre. Il savait exactement ce que Croft cherchait. Jeremiah lut les notes du journal avec une stupéfaction croissante. Benjamin Harwell en savait bien plus sur la géologie et l'exploitation minière que quiconque ne l'imaginait. Son travail de recherche minutieux avait identifié d'importants gisements d'argent qui traversaient leurs propriétés et s'étendaient dans les collines environnantes. Plus important encore, ces dernières entrées révélaient qu'il avait refusé plusieurs offres de vente des droits miniers, malgré la pression croissante des représentants de la banque. La dernière note, datée de 2 jours à peine avant sa mort, était particulièrement glaçante. Croft a fait une dernière offre aujourd'hui. Quand j'ai de nouveau refusé, il a dit « Certaines personnes sont trop têtues pour leur propre bien ». Quelque chose dans son regard m'a fait craindre pour la sécurité de Sarah et Katie. S'il m'arrive quelque chose, j'ai caché les cartes de relevé et des échantillons de minerais là où elles seules penseraient à chercher. Si j'ai raison sur les filons d'argent, notre petite propriété repose sur une fortune qui vaut bien plus que tout ce que Croft pourrait voler par des manœuvres légales. Il n'est pas mort dans un accident, dit doucement Sarah. Ils l'ont tué parce qu'il ne voulait pas vendre. Jeremiah hocha la tête,
l'air sombre, et écrivit « Meurtre déguisé en accident. Pratique courante quand les méthodes légales échouent. » Katie leva les yeux de son dessin, sentant l'attention des adultes sans en comprendre la cause. « Pourquoi vous êtes triste? Il est arrivé quelque chose de mal ?» Sarah chercha ses mots, essayant de reconnaître la perception de l'enfant sans la submerger. « Nous avons découvert quelque chose d'important sur papa, ma chérie. Quelque chose qui explique pourquoi ces hommes veulent tant notre terre. »« Parce que papa a trouvé un trésor ?» demanda Katie, avec l'acceptation naturelle des enfants face au mystère des adultes. « Quelque chose comme ça, » confirma Sarah, une fois de plus étonnée par la compréhension intuitive de sa fille. Les implications du journal de Benjamin transformaient leur situation. Ce n'était plus une simple affaire de recouvrement de dettes, mais une conspiration meurtrière. Avec les preuves écrites des gisements d'argent et les soupçons de Benjamin consignés, ils avaient désormais la base d'une véritable contestation judiciaire. Mais ils avaient aussi la preuve que leurs adversaires étaient prêts à tuer pour arriver à leur fin. « Nous avons besoin d'aide, » dit Sarah. « Une aide réelle, de gens qui savent comment combattre ce genre de corruption. » Jeremiah écrivait déjà. « Murphy O'Brien est un homme de confiance. Il connaît des gens au sein du gouvernement territorial qui ne sont pas à la solde de l'argent de l'Est. Et je pense que l'institutrice, Agnes Pine, pourrait être une alliée plus utile que nous ne l'imaginons. » Ce dernier point intrigua Sarah. Elle avait vu Agnès en ville, mais n'avait jamais vraiment discuté avec elle. « Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle peut nous aider ?» Murphy dit qu'elle entretient une correspondance régulière avec des fonctionnaires territoriaux au sujet du financement de l'éducation. Elle a des contacts au niveau fédéral par le biais d'associations d'enseignants, et elle a grandi dans un territoire minier. Elle comprend le fonctionnement des droits miniers. L'idée de demander de l'aide à Agnès Pine semblait être le premier pas constructif qu'ils pouvaient faire pour leur propre défense. Contrairement aux citadins restés silencieux lorsque les hommes de Croft avaient menacé Katie, l'institutrice avait montré une détresse visible face à ce qui se passait. Peut-être serait-elle plus encline à s'opposer activement aux méthodes du consortium. « Il y a autre chose, » ajouta Sarah, baissant la voix jusqu'à un murmure. « Le journal mentionne des échantillons de minerais cachés. Si Benjamin avait raison, nous pourrions avoir la preuve physique de la vraie valeur de notre terre. » Jeremiah y réfléchit, puis écrivit « Cette preuve peut soit gagner votre cause, soit vous faire tuer plus vite. Tout dépend à qui nous la confions. » Le poids de ce choix pesait sur eux comme la brume montagnarde, épaisse et impossible à ignorer. Ils possédaient maintenant les connaissances et les preuves pour combattre le complot de Croft, mais les utiliser exigerait de faire confiance à des gens qu'ils connaissaient à peine et de révéler des secrets qui avaient déjà coûté une vie. Alors que la nuit tombait, ils restèrent assis dans un silence contemplatif. Katie, heureusement inconsciente de la situation, continuait son dessin, ne sachant pas que le journal caché de son père venait de transformer leur fuite désespérée en quelque chose qui ressemblait à une contre-attaque. Pour la première fois depuis la mort de Benjamin, Sarah sentit qu'ils avaient peut-être des armes pour rivaliser avec les avantages légaux et financiers de leur ennemi. Mais les armes ne valent que par le courage et l'habileté de ceux qui les manient, et elle n'était pas sûre qu'aucun d'entre eux ne soit préparé à la guerre que les découvertes de Benjamin venaient de rendre inévitable. Agnès Pine arriva à la cabane de Jeremiah par un matin froid, alors que la brume s'accrochait encore aux branches des pins comme des fils d'araignée. Elle montait une jument robuste avec l'assurance de quelqu'un habitué aux terrains difficiles. Sa robe de monte pratique et sa sacoche en cuir usé montraient qu'elle privilégiait la fonctionnalité à la mode.
Plus importante encore, elle portait dans sa sacoche une petite clé télégraphique, un lien secret avec le monde extérieur dont peu de gens à Dry Creek connaissaient l'existence. L'institutrice avait reçu le message soigneusement formulé de Jeremiah par l'intermédiaire de Murphy O'Brien, et sa réponse avait été immédiate et affirmative. Elle comprenait la gravité de la situation et possédait les ressources dont ils avaient désespérément besoin. En descendant de cheval et en l'attachant, ses yeux bruns et vifs observèrent la position défensive de la cabane et les signes subtils indiquant que ses habitants vivaient sous la menace. « Monsieur Cole », dit-elle en saluant Jeremiah d'un signe de tête. Puis, se tournant vers Sarah avec une chaleur sincère. « Madame Harwell, je suis profondément désolé pour tout ce que vous avez enduré. La manière dont ces hommes vous ont traité, vous et votre fille, est inadmissible. » En entendant les voix, Katie sortit de la cabane, sa curiosité naturelle l'emportant sur toute timidité. « C'est l'institutrice » demanda-t-elle sans détour. « C'est bien moi » répondit Agnès en s'accroupissant au niveau de Katie. « Et j'ai entendu dire que tu apprenais à dessiner. Voudrais-tu me montrer quelques-uns de tes travaux ?» Tandis que Katie allait chercher ses croquis avec empressement, Agnès expliqua sa présence aux adultes. « Cela fait des mois que je documente des irrégularités dans les transferts de terres territoriales. La récurrence des ventes forcées et des accidents mystérieux est impossible à ignorer. Votre situation, Madame Harwell, semble faire partie d'un complot bien plus vaste. » Jeremiah écrivit rapidement. « À quel point ?» Agnès consulta un petit carnet. Au moins 15 familles dans 3 comtés. Toutes possédaient des propriétés riches en minerais. Toutes ont subi des méthodes similaires de recouvrement de dettes. Toutes ont vendu sous la contrainte ou ont perdu leurs terres dans des circonstances suspectes. L'ampleur du complot était stupéfiante. Sarah avait cru que ces problèmes étaient uniques. Découvrir qu'ils faisaient partie d'une campagne systématique de vol et d'intimidation était à la fois terrifiant et étrangement rassurant. Au moins, ils n'étaient pas seuls. « J'ai envoyé des rapports aux autorités éducatives, » poursuivit Agnès, « mais ma correspondance suggère que l'influence de ce consortium bancaire s'étend bien plus loin que je ne le soupçonnais. L'intervention fédérale est peut-être notre seul espoir de véritable justice. » Elle sortit la clé télégraphique de sa sacoche avec la fierté de quelqu'un qui révèle une arme puissante. « Ceci appartenait à mon père, qui était arpenteur territorial. J'ai gardé des contacts dans tout le réseau fédéral des bureaux des terres. Plus important encore, je connais des gens à Washington qui sont spécialisés dans les enquêtes sur la corruption territoriale. » Jeremiah examina la clé avec une appréciation évidente de sa valeur potentielle. À une époque où l'information voyageait à la vitesse des chevaux, la capacité de communiquer instantanément sur de vastes distances représentait un avantage stratégique énorme. « Pouvez-vous contacter les marshals fédéraux ?» demanda Sarah. « Mieux que ça, » répondit Agnès. « Je peux contacter des enquêteurs du département de l'Intérieur spécialisés dans les fraudes sur les droits miniers. Mais il nous faudra des preuves concrètes, pas seulement des accusations et des soupçons. » Sarah et Jeremiah échangèrent un regard, débattant silencieusement de ce qu'ils devaient révéler. La confiance était un luxe qu'ils ne pouvaient se permettre, mais les relations d'Agnès Pine en faisaient leur meilleur espoir. La décision fut prise pour eux lorsque Katie, montrant fièrement ses dessins à Agnès, révéla par inadvertance les cartes de relevé de Benjamin. L'enfant les avait trouvées en explorant et les utilisait comme papier à dessin. « Katie, non !» s'exclama Sarah, reconnaissant les annotations géologiques, mais le mal était fait. Agnès étudia les cartes avec une excitation croissante, son œil expert en reconnaissant immédiatement la signification. « Ce sont des levées miniers professionnels, dit-elle, le souffle court.
et ils indiquent des gisements d'argent substantiels dans toute cette vallée. Mon mari a découvert les gisements, a refusé de vendre les droits miniers et est mort 2 jours plus tard dans un accident, écrivit Jeremiah. Les implications frappèrent Agnès comme un coup. Ils l'ont tué parce qu'il refusait de vendre? C'est ce que nous croyons, confirma doucement Sarah. Son journal documente la pression de Croft et des menaces à peine voilées. Agnès s'assit lourdement sur une chaise, le poids de cette révélation l'affectant visiblement. Je suivais les transferts de propriété et les morts suspectes, mais je n'avais jamais fait le lien direct entre un refus de vendre et un accident fatal. Cela change tout. Dans les heures qui suivirent, ils élaborèrent une stratégie. Agnès utiliserait ses contacts télégraphiques pour alerter les enquêteurs fédéraux. Murphy O'Brien contacterait d'autres éleveurs ayant pu subir des pressions similaires. Jeremiah assurerait la sécurité et la planification tactique, son expérience militaire s'avérant inestimable. Mais leur session fut interrompue par un événement sinistre. Katie, qui jouait dehors sous le regard attentif de Jeremiah, revint en courant vers la cabane, le visage blême. « Il y a des méchants hommes qui montent le sentier », annonça-t-elle, à bout de souffle. « Je les ai vus depuis les rochers où j'aime dessiner. Ils ont des fusils et ils ont l'air fâchés. » Jeremiah se posta immédiatement à la fenêtre et confirma l'observation de Katie d'un signe de tête sombre. 6 hommes armés s'approchaient de la cabane. En tête, le shérif Webb, accompagné de plusieurs visages qu'il ne reconnaissait pas, des tueurs à gages, recrutés expressément pour cet affrontement. Agnès rassembla vivement son matériel télégraphique et ses documents. « Ils ne doivent pas savoir que je suis ici, » dit-elle avec urgence. « Mes contacts fédéraux sont notre seul espoir, s'il vous arrivait quelque chose. » Jeremiah mettait déjà en œuvre les procédures défensives qu'il avait prévues pour une telle situation. Il conduisit Agnès et Katie à la cave dissimulée, tandis que Saraya insistait pour rester, prête à affronter ce qui les attendait. La confrontation imminente allait mettre à l'épreuve tout ce qu'ils avaient bâti au cours de la semaine écoulée. La confiance, le courage et le fragile espoir que la justice soit encore possible sur un territoire où l'argent semblait plus puissant que la loi. Madame Harwell. La voix de Webb résonna, claire dans l'air de la montagne. Nous savons que vous êtes là, et nous savons que vous dissimulez des preuves relatives à des crimes territoriaux. Sortez pacifiquement, et nous pourrons discuter des termes. Mais Jeremiah avait déjà entendu des offres similaires durant une guerre où la reddition signifiait souvent la mort, quels que soient les termes promis. Il vérifia ses armes avec une efficacité experte, reprenant des positions défensives qu'il avait espéré ne plus jamais avoir à occuper. Certains combats ne pouvaient être évités, peu importe à quel point un homme chérissait la paix et la solitude. La cabane, qui avait été un refuge, était sur le point de devenir un champ de bataille. Dehors, 6 hommes armés attendaient une reddition qui ne viendrait jamais. Dedans, un ancien soldat se préparait à rompre son long silence de la manière la plus définitive qui soit. L'impasse dura 3 heures, tendue. Les hommes de Webb encerclaient la cabane, tandis que Jeremiah tenait ses positions. Mais l'affrontement ne se termina pas par des tirs, mais par un dénouement que personne n'avait anticipé. Katie avait disparu, alors que les coups de feu éclataient lors d'une attaque de diversion à l'arrière. Agnès avait emmené l'enfant plus profondément dans la cave. Mais la chambre secrète possédait une seconde sortie, un tunnel que Benjamin Harwell avait creusé des années plus tôt. Katie, effrayée et voulant aider, s'était glissée dans le passage étroit pendant qu'Agnès, concentrée, tentait de contacter les autorités fédérales avec son télégraphe. La disparition de l'enfant ne fut découverte qu'après le retrait des assaillants à la tombée de la nuit. Quand Jeremiah et Saraya fouillèrent de la cave et ne trouvèrent qu'Agnès et son équipement,
Le sang-froid de l'homme des montagnes vola en éclats. « Katie !» Le cri angoissé de Saraya déchira la nuit, mais il n'y eut aucune réponse, aucun signe de l'enfant pour qui il menait ce combat impossible. Agnès sortit alors de la cave avec des nouvelles encore plus dévastatrices. Ses communications télégraphiques avaient révélé la véritable ampleur du complot. J'ai été en contact avec des enquêteurs du département de l'Intérieur, annonça-t-elle gravement. La corruption remonte jusqu'au juge territorial lui-même, Harrison Blackstone. Elle sortit de sa sacoche un acte minier falsifié, montrant le nom de Blackstone comme propriétaire secret des droits sur toute la région. Le juge, censé superviser leur affaire, était en réalité le cerveau de toute l'opération. Il ne s'agit pas seulement d'un banquier spoliant des familles, poursuivit Agnès. Blackstone a utilisé son autorité pour légitimer des vols à grande échelle. Toutes les familles qui ont perdu leurs terres, toutes les morts suspectes. Il a tout orchestré en prétendant incarner la justice. La révélation frappa Saraya comme un coup physique. Le système judiciaire qui devait les protéger était la source de leur persécution. Mais ce fut la réaction de Jeremiah à la disparition de Katie qui marqua la plus spectaculaire des transformations. Pour la première fois en 20 ans, les mots se frayèrent un chemin au-delà de la balle confédérée logée dans sa gorge. Kate. Sa voix n'était qu'un murmure rauque, un frottement de métal rouillé sur ses cordes vocales endommagées. L'effort le laissa essouffler, mais quelque chose de fondamental avait changé. Le péril de l'enfant avait brisé les barrières que 2 décennies d'isolement avaient érigées autour de son cœur. « Tu as parlé !» s'exclama Saraya, stupéfaite. Jeremiah hocha la tête, touchant sa gorge avec étonnement. « La petite » murmura-t-il. « Elle m'a appelé papa Jeremiah hier. J'ai entendu sa voix quand les tirs ont commencé. Elle appelait à l'aide. » Le choc émotionnel fut éclipsé par l'urgence de retrouver Katie, mais Saraya comprit que la voix de Jeremiah, abîmée mais fonctionnelle, représentait un espoir retrouvé. Leurs recherches nocturnes révélèrent les traces de Katie descendant la montagne, mais aussi des signes qu'elle n'était pas seule. Au matin, ils eurent leur réponse. Un message parvint par le télégraphe d'Agnès. Katie était détenue dans la mine abandonnée de Silver Creek, la même où son père avait découvert les gisements d'argent qui lui avaient coûté la vie. L'ironie était cruelle et délibérée. Le message était accompagné de conditions qui révélaient toute l'étendue des ambitions de Blackstone. En échange du retour de Katie, Saraya devait céder non seulement sa propriété, mais aussi les droits miniers de toutes les terres adjacentes. L'acte légitimerait toutes les spoliations passées et futures. Ils ne font pas que nous voler, réalisa Agnès. Ils se servent de Katie pour légitimer toute leur entreprise criminelle. Si Saraya signe, toutes les familles qu'ils ont dépouillées n'auront plus aucun recours. La voix brisée de Jeremiah se fit plus forte, alimentée par la rage. « Nous ne signerons rien », déclara-t-il, chaque mot encore un effort, mais parfaitement audible. « Nous allons récupérer Katie, et nous allons exposer ce complot, quel qu'en soit le prix. » Le plan qui émergea de leur conseil désespéré combinait l'expertise militaire de Jeremiah, la connaissance du terrain d'Agnès et le soutien promis par Murphy O'Brien et d'autres éleveurs. Murphy arriva avant midi avec 2 autres vétérans, des hommes qui avaient servi sous les ordres de Jeremiah et dont la confiance en son jugement tactique était restée intacte. Sa présence acheva la métamorphose. L'ermite silencieux redevenait le capitaine Cole, l'officier qui n'avait jamais perdu une bataille. « La mine est lourdement gardée », rapporta Murphy. « Au moins 8 hommes, peut-être plus à l'intérieur. Mais le terrain nous offre des avantages. » L'esprit stratégique de Jeremiah
en sommeil depuis la fin de la guerre, s'éveilla. « Nous entrerons à la nuit tombée », décida-t-il, sa voix s'affermissant. 3 attaques de diversion pour attirer leur attention, pendant que l'assaut principal passera par les anciens tunnels. Saraya insista pour participer. « C'est ma fille. Je n'attendrai pas en sécurité pendant que d'autres risquent leur vie pour elle. » Jeremiah comprit. Il ne s'agissait pas seulement de tactique. Il s'agissait d'une mère se battant pour son enfant. « Tu resteras avec moi dans les tunnels, » dit-il. « Katie aura besoin de voir ton visage. Et s'il m'arrive quelque chose, c'est toi qui la sortiras de là. » Oh, à moi essayer. Agnès installerait son poste de communication pour coordonner avec les autorités fédérales, enfin alertées, mais qui n'arriveraient pas avant 2 jours. Il se battait pour bien plus que la liberté d'un enfant. Il défiait un système de corruption qui menaçait chaque famille honnête du territoire. La mine de Silver Creek allait devenir le lieu où se déciderait leur destin. La guerre qui avait volé sa voix à Jeremiah était sur le point de recommencer. Le fusil de précision confédéré sortit de sa cachette, artefact d'une autre vie. Enveloppé dans une toile cirée, il avait été préservé avec un soin méticuleux. Les mains cicatrisées de Jeremiah caressèrent les contours familiers de la crosse en noyer et du canon en acier. C'était un Whitworth calibre .351, capturé à Gettysburg. Son canon hexagonal le rendait mortellement précis à des distances qui défiaient l'imagination. « Je n'ai pas touché cette arme depuis 20 ans, » dit-il doucement, sa voix gagnant en assurance. « J'avais juré de ne plus jamais tuer. » Saraya le regarda, reconnaissant la transformation. Le 12 ermite disparaissait, remplacé par un soldat se préparant au genre de travail qui avait fait de lui une légende. « Parfois, nous n'avons pas le choix, » répondit-elle. « Parfois, le mal nous force à agir. » Et Murphy O'Brien et ses 2 compagnons, Frank Morrison et Dutch Vanderberg, arrivèrent avec leurs propres armes et une détermination sombre. Ils avaient un service sous les ordres du capitaine Cole dans les campagnes les plus sanglantes. Leur loyauté avait survécu à 2 décennies. La mine se trouve dans une cuvette naturelle entourée de crêtes rocheuses, expliqua Murphy en étalant des cartes. 8 gardes visibles. Ils ont une bonne vue sur l'entrée principale, mais le vieux matériel minier offre une couverture. « Comment on procède, capitaine ?» demanda Frank, l'œil expert. Jeremiah étudia les options. « On va sonder le terrain. Dutch sur la crête nord avec sa carabine Spencer. Frank, tu approcheras par l'est, en utilisant les anciennes voies. Murphy et moi, nous passerons par le réseau de tunnels principal. Agnès coordonnera les communications depuis un poste d'observation. Les marshals fédéraux sont en route, mais nous ne pouvons pas attendre. » Alors que la nuit tombait, chacun se prépara pour ce qui pourrait être sa dernière mission. Frank nettoyait son revolver de service. Dutch affûtait son couteau de combat. Murphy écrivait une lettre à sa femme. Les préparatifs de Saraya, eux, étaient à la fois pratiques et chargés d'émotion. Elle dissimula ses cheveux sous un chapeau d'homme et enfila des vêtements sombres, propres à se mouvoir dans les galeries de la mine. Mais elle passa aussi de longues minutes à serrer contre elle le journal de Benjamin, puisant sa force dans ses mots, promettant à sa mémoire que Katie rentrerait saine et sauve. « Il aurait fait la même chose, » dit-elle lorsque Jeremiah la trouva en train de lire à la lueur de la lampe. « Benjamin se serait battu contre quiconque aurait menacé notre fille, peu important les chances. »« C'était un homme bon, » répondit Jeremiah, sa voix désormais assez claire pour trahir une émotion sincère. « Katie a le meilleur de ses 2 parents. Cette force l'aidera à surmonter tout ce qu'ils lui feront subir. Pour eux. » Leur conversation révéla ce qu'ils évitaient tous 2. Le lien grandissant qui les unissait,
au-delà de leur détermination commune à protéger Cathy. En l'espace d'une semaine, ils étaient devenus quelque chose qui ressemblait à une famille. Unis par la crise, mais portés par une affection et un respect sincère. Quand tout ceci sera terminé, dit Sarya avec précaution, que se passera-t-il? Jeremiah réfléchit à la question tout en vérifiant une dernière fois le mécanisme de son fusil. Quand tout ceci sera terminé, nous aurons des choix que nous n'avons pas maintenant. De bons choix, je l'espère. Et la promesse implicite dans ces mots insuffla à Sarya le courage d'affronter les dangers à venir. Quoi qu'il arrive dans la mine, elle n'affronterait pas l'avenir seule. L'homme silencieux de la montagne avait retrouvé sa voix, et une partie de ce qu'il avait choisi de dire était qu'il se souciait de leur bien-être, à elle et à Katie, au-delà de cette crise immédiate. Alors que l'obscurité totale s'abattait sur les montagnes, l'équipe de sauvetage se mit en position avec une précision militaire. Dutch Vanderberg prit son poste sur l'arête nord, invisible parmi les rochers, mais avec une vue claire sur les entrées principales de la mine. Frank Morrison se fraya un chemin à travers le système de wagonnets abandonnés, utilisant des machines rouillées et des boisages brisés pour se dissimuler. Depuis l'est, Murphy, O'Brien et Jeremiah pénétrèrent dans l'ancien réseau de galeries par une entrée cachée que Benjamin Harwell avait découverte lors de ses recherches géologiques. Les tunnels étaient sombres, étroits et dangereux, parsemés de boisages instables et de poches de mauvais air qui pouvaient tuer aussi efficacement que n'importe quelle balle. Mais ils offraient aussi la seule route vers Cathy qui n'impliquait pas un assaut frontal contre des forces écrasantes. Sarya suivait Jeremiah de près, s'efforçant de maîtriser sa respiration alors qu'il naviguait dans des passages à peine assez larges pour une seule personne. La montagne pesait sur eux comme un être vivant, et elle se surprit à lutter contre la claustrophobie autant que contre la peur pour la sécurité de sa fille. Il se déplaçait dans un silence total, communiquant par les signaux manuels que Jeremiah lui avait enseignés lors de leur brève séance de planification. L'acoustique de la mine signifiait que le moindre son pouvait être entendu à des centaines de mètres à travers le réseau de tunnels interconnectés, alertant leurs ennemis bien avant qu'ils n'atteignent l'emplacement de Katie. Après ce qui parut des heures, mais qui ne fut probablement que moins de 30 minutes, ils entendirent des voix résonner depuis les profondeurs de la mine. La voix de Cathy, faible et effrayée, mais indéniablement vivante, criant des questions qui recevaient des réponses brutales de la part de ses ravisseurs. Le son de la détresse de sa fille adoptive éveilla quelque chose de primitif en Jeremiah, une fureur protectrice qui couvait depuis sa disparition. « Du calme, capitaine !» murmura Murphy, reconnaissant les signes d'un homme sur le point d'abandonner la prudence au profit de l'action directe. On s'en tient au plan. Mais les plans ont une fâcheuse tendance à changer lorsque la vie d'un enfant est en jeu, et Jeremiah calculait déjà combien d'hommes il pourrait éliminer avant qu'il ne réalise qu'ils étaient attaqués. Le fusil dans son dos lui parut familier et réconfortant, comme une partie de lui-même qu'il avait oublié avoir perdue. Le manipulateur télégraphique d'Agnès Pym cliquetait doucement tandis qu'elle maintenait le contact avec les autorités fédérales, documentant chaque détail pour l'enquête officielle qui suivrait. Au loin, Dutch Vanderberg s'installa dans sa position de tireur d'élite et commença le patient travail d'identification des cibles à travers la lunette de son fusil. La bataille pour la liberté de Katie était sur le point de commencer. Tous les participants comprenaient que l'échec signifiait plus que la mort d'une enfant. Il signifiait le triomphe d'un système qui valorisait le profit au-dessus de la justice et traitait des familles innocentes comme des obstacles à éliminer. La guerre entre le bien et le mal reprenait dans les profondeurs d'une mine d'argent, menée par des hommes qui avaient déjà consacré leur jeunesse à des batailles similaires, et par une femme qui avait déjà trop perdu pour envisager la retraite.
Le capitaine Jeremiah Cole était sur le point de découvrir si 20 ans de silence avaient émoussé son instinct, ou si certaines compétences, une fois maîtrisées, ne quittaient jamais vraiment l'âme d'un homme. Le premier tir vint de la position de Dutch Vanderberg sur l'arête nord. La détonation sèche du fusil Spencer Repeater résonna dans la vallée comme un coup de tonnerre. À travers sa lunette, il avait repéré 2 sentinelles postées près de l'entrée principale de la mine, et sa balle frappa sa cible avec la précision qui l'avait rendu si précieux durant les combats les plus désespérés de la guerre. Le second garde plongea à couvert derrière du matériel minier, hurlant des avertissements qui firent sortir des hommes armés des profondeurs du complexe. Mais Dutch actionnait déjà le levier de son Spencer, chambrant une nouvelle cartouche et traquant sa prochaine cible avec la patience d'un chasseur qui sait que la précipitation mène à la mort. Frank Morrison entendit les tirs et lança sa propre attaque depuis l'approche est. Utilisant le système de wagonnets abandonné comme couverture, il progressa parmi les machines rouillées et le bois brisé. Sa Colt Navy cracha le feu à 2 reprises, abattant un garde qui tentait de contourner la position de Dutch, tout en clouant 2 autres derrière un wagonnet renversé. Dans les tunnels sous la mine, Jeremiah et Sariya entendirent les tirs et surent que leur attaque soigneusement coordonnée avait commencé. La voix de Katie devint plus forte et plus effrayée, alors que ses ravisseurs réagissaient à l'assaut en surface. Mais au moins, ils savaient qu'elle était toujours en vie et relativement proche de leur position. « Reste derrière moi », murmura Jeremiah à Sariya, sa voix abîmée sonnant clairement dans l'espace confiné malgré son enrouement. « Quand nous la trouverons, prends Katie et repars par où nous sommes venus. Ne m'attendez pas. » Sariya hocha la tête, bien qu'elle n'eût aucune intention de l'abandonner si la situation devenait désespérée. Ils avaient fait trop de chemin ensemble pour laisser la peur les séparer maintenant, peu importe ce que le protocole militaire pouvait dicter sur la protection des civils. Le tunnel débouchait sur une chambre plus vaste où du matériel minier avait été abandonné des décennies plus tôt, créant un labyrinthe d'ombres et de cachettes. La lumière d'une lanterne vacillait dans les profondeurs du complexe, accompagnée de voix rauques qui se disputaient sur la manière de répondre à l'attaque. Parmi ces voix, les questions effrayées de Katie fendaient l'obscurité comme des accusations contre la cruauté de ses geôliers. Jeremiah se déplaçait dans la chambre avec la grâce fluide d'un prédateur. Son fusil était prêt, mais tenu bas pour éviter tout tir accidentel dans l'espace confiné. Chaque son, chaque ombre, chaque changement dans le courant d'air s'enregistrait dans sa conscience, alors qu'il naviguait sur un terrain qui pouvait dissimuler des ennemis ou des alliés avec une égale efficacité. Un garde surgit d'un passage latéral, sa carabine levée, prêt à tirer sur tout ce qui bougeait. La réponse de Jeremiah fut instantanée et silencieuse. Un lancer de couteau qui abattit l'homme avant même qu'il ne puisse pousser un cri d'alarme. 20 ans de vie dans les montagnes avaient gardé ses réflexes aiguisés, même s'il avait évité de les utiliser pour la violence. « Maman !» La voix de Katie retentit soudainement, bien plus proche qu'auparavant. « Maman, tu viens ?» « Katie !» répondit Sariya avant que Jeremiah ne puisse la retenir, l'instinct maternel l'emportant sur la prudence tactique. « Nous sommes là, ma chérie. On arrive. » Leur échange révéla leur position à tous les ennemis à portée de voix, mais il indiqua également l'emplacement de Katie dans le complexe réseau de tunnels. Elle était retenue dans ce qui avait été la chambre principale de traitement de la mine, probablement 50 mètres plus profondément dans la montagne, à travers des passages qui offraient de multiples opportunités d'embuscade. Au-dessus d'eux, la fusillade se poursuivait avec une intensité croissante. Dutch Vanderberg avait abattu 3 gardes et en avait cloué 2 autres. Mais des renforts arrivaient des collines environnantes, des cavaliers postés en soutien au cas où la sécurité de la mine serait menacée. Sa position sur l'arête nord devenait intenable,
alors que les tirs de fusil se concentraient sur son emplacement. Frank Morrison s'était battu pour atteindre une trentaine de mètres de l'entrée principale de la mine, mais il se retrouva cloué derrière du matériel minier, un feu croisé venant de plusieurs directions, rendant toute progression impossible. Ses munitions s'épuisaient, et les gardes se positionnaient pour empêcher toute tentative de retraite. Murphy O'Brien rejoignit Jeremiah et Sariyah au moment où la situation en surface commençait à se détériorer. Son visage était sombre, porteur de nouvelles qui changeaient toute la donne tactique. D'autres hommes en route, rapporta-t-il laconiquement. Au moins une douzaine de cavaliers venant du sud. Nous avons peut-être 10 minutes avant que ça ne se transforme en siège plutôt qu'en sauvetage. Les implications étaient claires. Il devait atteindre Katy et l'extraire avant l'arrivée des renforts, ou risquer d'être piégé dans la mine sans espoir de fuite. Le timing minutieux de leur attaque était en train de s'effondrer, leurs ennemis étant mieux préparés que quiconque ne l'avait prévu. « Où est-elle » demanda Jeremiah. « Dans la chambre principale, peut-être à 50 mètres dans cette direction. » indiqua Murphy en désignant l'intérieur du réseau de tunnels. « Mais il y a au moins 4 hommes avec elle, et ils savent que nous arrivons. » Un lambeau de la robe de Katy apparut à la lueur de la lanterne de Jeremiah, un morceau de tissu bleu accroché à une poutre de soutènement. L'enfant avait réussi à laisser une trace même en captivité, faisant preuve d'un courage et d'une intelligence qui rendaient son père adoptif fier, même au cœur du danger mortel. « Elle a laissé des signes, » murmura Sariyah, reconnaissant l'ingéniosité de sa fille. « Ma courageuse petite fille. » Et les tirs en surface s'intensifièrent, alors que Dutch Vanderberg était contraint d'abandonner sa position sous un feu de fusil concentré. Les munitions de Frank Morrison s'épuisèrent complètement, le forçant à ne compter que sur son couteau et les armes qu'il pourrait récupérer sur les ennemis tombés. Le temps était compté et le sauvetage de Katy Harwell était devenu une course contre l'impossible. La chambre de traitement principale s'ouvrit devant eux comme une cathédrale d'ombre et de lumière de lanterne, son haut plafond soutenu par des poutres de bois massives qui avaient miraculeusement survécu à des décennies d'abandon. Au centre de l'espace, Katy était assise sur une caisse en bois, les mains liées, entourée de 4 hommes armés qui s'étaient positionnés pour contrôler toutes les approches vers leur prisonnière. Les vieux outils de mineurs de Benjamin étaient éparpillés dans la chambre. Des pioches, des pelles et du matériel de forage qui témoignaient du travail honnête qui avait mis au jour les gisements d'argent causant maintenant tant de sang versé. L'ironie n'échappa pas à Jeremiah, qui réalisa qu'ils auraient besoin de ces mêmes outils pour achever le sauvetage de Katy. « Assez !» cria le chef des gardes de Katy, un homme décharné aux yeux froids et à la voix qui portait l'autorité de quelqu'un habitué à la violence. « Jetez vos armes et avancez dans la lumière, où nous pourrons vous voir. » Jeremiah sortit de l'embouchure du tunnel, les mains à demi levées, son fusil tenu lâchement mais prêt à un usage immédiat. Derrière lui, Sariyah luttait contre tous ses instincts maternels qui lui hurlaient de courir vers sa fille, quelles qu'en soient les conséquences. « Katy, es-tu blessée ?» cria Sariyah. « Je vais bien, maman, » répondit Katy, un tremblement dans la voix suggérant qu'elle s'efforçait d'être plus courageuse qu'elle ne l'était vraiment. « Ils ont dit que tu viendrais me chercher. »« Nous sommes là maintenant, ma chérie, » dit Jeremiah, sa voix résonnant dans la chambre avec une force surprenante. « Tout va bien se passer. » Le chef des gardes eut un sourire glacial. « Capitaine Cole, je présume, votre réputation de guerre vous précède. Mais nous ne sommes pas à Gettysburg, et vous êtes en infériorité numérique, à 4 contre 1. 5 contre 1, corrigea une autre voix sortie de l'ombre.
Le shérif Webb entra dans la lumière de la lanterne, son arme au poing et pointé droit sur Saria. « Madame Harwell nous a causé un désagrément considérable. Le juge Blackstone est très mécontent. » La mention du nom de Blackstone confirma ce qu'il soupçonnait. Le juge territorial n'était pas seulement complice de la conspiration, mais il dirigeait activement les opérations derrière sa façade d'autorité légale. La corruption était plus profonde que n'importe lequel d'entre eux ne l'avait imaginé. « Où est Blackstone ?» demanda Jeremiah, cherchant à gagner du temps tout en évaluant ses options tactiques. « Assez près, » répondit Webb. « Il arrivera bientôt pour superviser personnellement la résolution de cette situation malheureuse. » Attention. Au-dessus d'eux, le son des tirs cessa brusquement. Soit Dutch Vanderberg et Frank Morrison avaient été tués ou capturés, soit les renforts étaient arrivés en nombre suffisant pour mettre fin à la bataille extérieure. L'une ou l'autre de ces possibilités signifiait que leur fenêtre d'opportunité se refermait rapidement. Murphy O'Brien apparut à l'entrée du tunnel derrière Jeremiah, le visage sombre, confirmant leur pire crainte. « Dutch est mort », rapporta-t-il sobrement. « La position de Frank a été submergée. Nous sommes seuls. » Oh. La situation tactique s'était détériorée au-delà de tout espoir de sauvetage conventionnel. 5 hommes armés retenaient Katie en otage dans une chambre offrant peu de couverture et sans aucune autre voie de sortie. Le réseau de tunnels qui les avait menés jusqu'ici pouvait aisément se refermer sur eux tel un piège si leurs ennemis en contrôlaient les sorties, mais Jeremiah avait affronté pire durant la guerre. Il savait que le désespoir pouvait être une arme plus redoutable que n'importe quel fusil. Il étudia la configuration de la chambre avec le regard d'un homme qui, par l'audace et un sens parfait du timing, avait maintes fois transformé des situations désespérées en victoires. « L'enfant n'a rien à faire là-dedans, » dit-il à Webb. « Laissez-la partir, et nous pourrons régler nos différends entre adultes. »« Je crains que ce ne soit impossible, » répondit Webb. « Le juge Blackstone a des projets bien précis pour la petite Harwell. Elle représente une garantie précieuse pour s'assurer de la coopération de sa mère dans nos procédures légales. » Cette mention désinvolte de l'utilisation d'un enfant comme monnaie d'échange éveilla en Jeremiah un instinct protecteur primitif. La balle confédérée logée dans sa gorge sembla pulser au souvenir de la douleur, mais sa voix sortit, claire et forte, lorsqu'il reprit la parole. « Alors, nous n'avons plus rien à nous dire. » Son mouvement fut si soudain que Webb eut à peine le temps de percevoir la menace avant que la pioche, lancée par Jeremiah, ne le frappe en pleine poitrine. L'impact du lourd outil le projeta en arrière contre la paroi rocheuse. Saria plongea vers Katie, alors que les coups de feu éclataient dans la chambre, roulant derrière un vieux wagonnet de Benjamin pour se mettre à l'abri. Le fusil de Murphy O'Brien cracha 2 fois, abattant 2 gardes avant que les tirs de riposte ne les forcent à se replier vers l'entrée du tunnel. Les gardes restants se précipitèrent pour trouver de meilleures positions parmi l'équipement minier, leurs feux croisés rendant toute tentative de sauvetage apparemment impossible. Digne fille de son père, Katie roula hors de la caisse et rampa vers sa mère malgré ses mains liées. Faisant preuve du même courage qui avait permis à Benjamin de surmonter des années d'épreuves, elle atteignit l'abri du wagonnet au moment même où le fusil de Jeremiah éliminait le chef des gardes d'un tir qui prouvait que son adresse légendaire était restée intacte, même après 2 décennies. « Tu peux nous sortir de là ?» demanda Saria, désespérée, tandis que les balles ricochaient sur le métal du wagonnet au-dessus de leur tête. Jeremiah eut un sourire sombre en rechargeant sa carabine. « J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à sortir les gens de situations impossibles. Ce n'est qu'un autre jour de travail. » Mais alors même qu'il prononçait ces mots confiants, le son de chevaux au galop résonna dans les tunnels de la mine. L'arrivée du juge Blackstone
avec suffisamment de renforts pour que cette situation impossible devienne, enfin, insurmontable, même pour les légendaires talents tactiques du capitaine Cole. 6 mois plus tard, la mine d'argent, source de tant de tragédies, était devenue le socle de la prospérité de la famille Harwell. Les enquêteurs fédéraux avaient confirmé les relevés géologiques de Benjamin avec une précision stupéfiante. Les gisements s'étendaient à travers toute la vallée, des filons si riches qu'ils promettaient des décennies d'extraction rentable. Le nouvel acte de propriété, dûment enregistré au nom de Saria sous supervision fédérale, ne représentait pas seulement un titre légal, mais la sécurité pour laquelle elle s'était si désespérément battue. Le bureau principal de la mine se trouvait là où l'ancienne chambre de traitement avait été le théâtre de l'affrontement final avec la corruption du juge Blackstone. Cette bataille s'était achevée lorsque les contacts fédéraux d'Agnes Pine étaient arrivés avec une compagnie entière de marshals territoriaux, juste au moment où Jeremiah se préparait pour ce qui aurait pu être son dernier combat. Blackstone lui-même fut arrêté alors qu'il tentait de fuir le territoire, et son empire de vols légaux, si soigneusement bâti, s'effondra à mesure que les preuves de ses crimes se répandaient dans la capitale. Jeremiah Cole se tenait sur le seuil du bureau, observant Saria examiner les rapports miniers avec la même attention méticuleuse que Benjamin portait autrefois à ses recherches. Sa voix devenait plus forte chaque mois, bien qu'il choisisse encore ses mots avec soin. Un homme qui avait appris à chérir la parole précisément parce qu'il avait vécu si longtemps sans elle. Le tunnel Est produit mieux que prévu, rapporta Saria, levant les yeux de ses papiers avec l'expression satisfaite d'une femme qui avait trouvé sa vocation dans la gestion d'entreprise. Si ces chiffres se maintiennent, nous pourrons fournir du travail à la moitié du territoire d'ici 2 ans. Le succès de la mine avait transformé Dry Creek, autrefois une ville frontière en difficulté, en une communauté prospère où un travail honnête recevait un salaire honnête. De nombreuses familles, chassées de leurs terres par la conspiration de Blackstone, étaient revenues pour trouver des opportunités dans l'exploitation minière en pleine expansion ou dans les commerces qui la soutenaient. Agnes Pine avait accepté le poste de superviseur territorial de l'éducation, utilisant ses relations fédérales pour établir des écoles dignes de ce nom dans toute la région. Son équipement télégraphique, autrefois caché pour communiquer clandestinement avec les enquêteurs de Washington, servait désormais de centre de communication officiel, symbole de la façon dont les outils de lutte contre la corruption pouvaient devenir des instruments de progrès légitimes. « Katie veut te montrer quelque chose, » dit Jeremiah, sa voix empreinte de la chaleur qui s'était développée au fil de leur transformation, d'alliés désespérés à quelque chose qui ressemblait à une famille. La fillette en question accourut de l'entrée de la mine, sa robe bleue propre et bien ajustée, contrastant vivement avec les lambeaux de tissu qu'elle avait laissés comme balises lors de sa captivité. À 9 ans, elle avait grandi, gagné en assurance, bien qu'elle tienne toujours la poupée en feuilles de maïs que son père avait fabriquée durant les derniers mois d'hiver avant sa mort. « Papa Jeremiah, regarde ce que j'ai trouvé !» annonça-t-elle, brandissant un morceau de minerai d'argent qui scintillait dans la lumière de l'après-midi. Monsieur O'Brien dit que c'est peut-être le plus riche échantillon à ce jour. Murphy O'Brien sortit du puits de mine derrière elle, le visage buriné par le temps mais illuminé par la satisfaction d'un homme qui avait trouvé un travail plein de sens pour sa retraite. En tant que contremaître de la mine, il supervisait les opérations avec la même attention aux détails qu'il avait rendus inestimables durant son service militaire. « La petite a l'œil pour le minerai de qualité », confirma Murphy avec une fierté évidente. Elle a déniché ce morceau dans une galerie que la plupart des adultes auraient ignorée. Katie sourit au compliment, puis se tourna vers Saria avec l'expression sérieuse qu'elle prenait pour faire des annonces importantes. « Maman, quand je serai grande, je veux être géologue comme papa Benjamin. Je veux trouver les trésors cachés dans les montagnes. »
Saharia sourit à l'ambition de sa fille, se remémorant la fascination de Benjamin pour les secrets enfouis sous le paysage accidenté du Wyoming. Alors nous veillerons à ce que tu aies l'éducation nécessaire pour poursuivre ce rêve, ma chérie. La conversation fut interrompue par l'arrivée d'une carriole familière, transportant Doc Whitfield et un passager à l'allure officielle. Le vieux commerçant avait été nommé représentant territorial pour la supervision fédérale des mines. Sa réputation d'honnêteté le rendait précieux pour les enquêteurs qui s'efforçaient encore de démanteler le réseau de corruption tissé par Blackstone. Madame Harwell, appela Doc Whitfield en descendant de la carriole. Permettez-moi de vous présenter le marshal Harrison, sans lien de parenté avec notre ancien juge. Le marshal fédéral était un homme sérieux d'une quarantaine d'années, dont les manières posées suggéraient le genre de rigueur qui avait fait le succès du procès contre la conspiration de Blackstone. Madame, je tenais à vous remettre personnellement les documents finaux concernant vos droits miniers. Le gouvernement fédéral reconnaît officiellement votre pleine propriété de tous les gisements à l'intérieur du territoire désigné. Il tendit à Saria une mallette en cuir contenant le nouvel acte de propriété, le document légal qui représentait tout ce qu'elle et Benjamin avaient rêvé d'accomplir. À la différence que cet acte portait l'autorité fédérale, qu'aucun juge territorial ne pourrait jamais contester ou corrompre. Il y a une autre chose, poursuivit le marshal Harrison. Le département de l'Intérieur m'a chargé de faire une offre à M. Cole pour servir de conseiller à la sécurité territoriale, étant donné son expérience avérée dans la gestion des activités criminelles organisées. Et ça, Jeremiah considéra l'offre, tout en regardant Katie examiner son échantillon de minerais avec l'intense concentration qu'elle avait héritée de ses deux parents. L'idée de retourner au service public était séduisante, mais ses priorités avaient changé au cours des mois de vie familiale qui avaient suivi son exil dans les montagnes. « Je vous remercie de l'offre, » dit-il enfin, « mais j'ai ici des responsabilités plus importantes que n'importe quel poste officiel. » Ce soir-là, alors que le soleil peignait les montagnes du Wyoming des teintes familières d'or et d'ambre, ils étaient tous les trois assis sur le porche de leur nouvelle maison, construite à l'endroit même où se trouvait la cabane originelle de Saria avant que les hommes de Blackstone ne l'incendient. Katie travaillait sur ses dessins, tandis que les adultes discutaient des plans d'expansion de la mine et du système scolaire qui servirait la communauté grandissante. Parfois, je pense à quel point les choses auraient pu être différentes, dit Saria à voix basse. Si seulement Benjamin avait vécu pour voir ce que nous avons bâti ici. Il l'a vu, répondit Jeremiah, la voix empreinte de la certitude d'un homme qui avait appris à croire en des desseins plus grands que l'ambition individuelle. Chaque choix qu'il a fait, chaque risque qu'il a pris, visait à vous offrir, à toi et à Katie, ce futur-là, précisément. Katie leva les yeux de son dessin, une esquisse détaillée du pic qui dominait la vallée, réalisée avec une habileté qui aurait rendu son père fier. « Je crois que papa Benjamin aurait bien aimé papa Jeremiah, » annonça-t-elle, avec cette sagesse innée que les enfants manifestent parfois. « Je crois bien, oui, » acquiesça Saria, prenant la main de Jeremiah, alors qu'ils regardaient leur fille se replonger dans son dessin. Le nouvel acte de propriété reposait sur la table entre eux, mais c'était le rire de Katie, résonnant dans la vallée, qui scellait véritablement leur victoire sur les forces qui avaient tenté de les détruire. Certains silences, songea Jeremiah, doivent être brisés pour que l'amour trouve sa voie. Et certaines voies, une fois trouvées, méritent d'être préservées pour les générations à venir.